Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour votre fidélité, votre ponctualité et surtout votre attention. Ce soir, comme chaque semaine, un cours d'alchimie. Je vais devoir, puisque c'est un cours, vous solliciter, vous interroger, savoir si vous avez bien suivi ce qui a été dit la semaine passée, de sorte que je puisse construire sur des fondations et non pas sur le vide, et comme c'est bien souvent le cas de nos jours dans nos écoles. Donc la première question est celle-ci. Quand on parle d'alchimie, à quoi a-t-on affaire ? S'il vous plaît, vous levez le doigt vers le ciel pour proposer une réponse qui ne tient qu'en un mot. Si vous n'y parvenez pas, je passe avec la sébile et on me donne 10 € chacun. Non, évidemment, c'est une blague. L'alchimie, avant tout, est un héritage. La conséquence de cette prise de conscience, c'est que l'on n'a aucun droit d'y apporter quelque changement que ce soit. Ni ajout, ni retrait, ni modification, ni traduction tordue, etc. En réalité, comme tous les commentateurs du jour sont obsédés par l'idée de devenir célèbre ou indispensable, la plupart des auteurs contemporains écrivent n'importe quoi sur le sujet. Mais il est très difficile d'aller voir soi-même dans les textes anciens. Néanmoins, pour pallier cette difficulté, il convient de se constituer une vraie bibliothèque, non pas seulement d'alchimie, mais aussi d'hermétisme et de sciences contemporaines. Pourquoi de sciences contemporaines ? Parce que sans l'aide de la science contemporaine, on risque de nager, premièrement, dans la complexité du vocabulaire ancien, et par le fait que les anciens ne fonctionnent pas comme nous du point de vue de la pensée. Donc je reviendrai sur ces aspects. Mais qu'est-ce qui fait surtout la difficulté d'approcher l'alchimie, et surtout de manière rationnelle ? C'est la tournure du langage. On va voir ça. Si vous avez bonne mémoire, je vais demander à Fatou si elle se souvient, elle a pris des notes. Il y a 4 modalités de transmission de cet héritage. Alors on y va doucement et tu parles très fort pour que ça rentre dans le micro. Merci. Et sache que tu seras fouetté si tu ne réponds pas. Hein. Voilà, tu peux te lever si tu veux, à forte et intelligible voix. Voilà. C'est un homme, public et politique qui nous parle. C'est parti. La famille. La famille. D'abord, la famille est le lieu le plus secret du monde et c'est dans la famille que se résout le monde. S'il n'y a pas de famille sur la Terre, il n'y a plus possibilité d'avoir un avenir. Merci pour cette réponse. C'est ce qui m'est arrivé. On n'a aucun privilège, au contraire, c'est une charge même écrasante. Moi, j'ai promis à mon grand-père, quand j'étais tout jeune, que je ferais ce qu'il me demandait, ne serait-ce que par reconnaissance pour qu'il m'ait choisi et offert un héritage de cet ordre. Ensuite, la grâce. La grâce vient en 4e, Fatou, punition. Choisis ta punition. Finir tous les vers, c'est bon. Ça commence bien, c'est des martinis ici. Non, un martinus, pardon. Alors, avant d'en venir à la grâce, mais je comprends pourquoi tu dis ça, tu voulais te débarrasser de l'épreuve. Donc, après la famille, il y a le contexte amical. Voilà, parce qu'au plus proche de nous, avec la famille, il y a les amis. Et même quelquefois, on ne supporte pas bien sa famille parce qu'elle n'a pas du tout la sève à étudier ces choses-là. Elle fera des reproches, des critiques, et elle empêchera même le développement d'un intérêt qui est pourtant toujours utile. Donc après viennent les amis. Les amis, le problème est toujours le même. Aussi bien on a des trahisons dans la famille, aussi bien on a des trahisons auprès des amis. Donc il faut vraiment choisir des amis solides. Il faut en quelque sorte non pas les éprouver, mais les mettre à l'épreuve par le temps. Ensuite, c'est la... Non, pas du tout. Je parle d'abord, il y a le contexte professionnel. C'est le cadre d'un métier, d'une profession, etc. D'un job pour certains. Vous voyez, une troupe, une brochette d'hermétistes alchimistes chez McDonald's, par exemple. Ils commencent par faire la critique de ce qu'est la cuisine chez McDonald's. Ils font de gros progrès parce qu'en réalité, l'alchimie se pratique comme à la cuisine, à savoir, il ne suffit pas d'avoir les ingrédients, la quantité relative et tous les éléments qu'on peut décrire par une recette. En aucun cas, si on vous propose une recette, vous ne devez la suivre. Pourquoi ? Parce que, c'est souvent crypté, c'est-à-dire on vous fait marner, on vous emmène dans n'importe quel décor, et surtout, c'est que s'il y a une recette, il y a un procédé. Or, la nature n'a aucun procédé, elle ne met en œuvre que des processus. Quelle est la différence, toi qui as fait du latin ? Entre procédé et processus, quelle est la différence ? C'est la même qu'entre remède et médicament. Un remède, c'est comme un processus, c'est spécifique.
Un procédé, comme un médicament, c'est dans tous les coins, tous les usages. On voit bien la nuance à observer. Donc, tous les procédés qui vous seraient proposés, vous les rejetez. C'est le fait des souffleurs. C'est une catégorie de personnes qu'on doit prendre en horreur, parce que ce sont des traîtres, des trafiquants, etc. Et surtout, ils n'ont pas la dignité suffisante pour transmettre avec vérité. Donc, on a fait le tour. Il reste, au-delà des choses humaines, les transmissions matérielles. Quelles sont-elles et qui veut passer au grill, puisqu'on ne fait que cela ici. Personne ne veut se désigner comme volontaire? Allez, Guillaume. Parmi les choses matérielles, il y a aussi 4 vecteurs. Quels sont-ils? Et si possible dans l'ordre. Tu parles de la famille des demeures philosophales. D'abord, il y a les livres. D'abord, il y a les livres. Et j'avais classé les livres, eux aussi, en 4 catégories. Quelles sont ces catégories? On parle à haute et intelligible voix, et avant, on lève le doigt, s'il te plaît, merci. Tu as un prénom? Claude. Voilà, Claude, ça veut dire boiteux, c'est le surnom qui avait été donné à qui dans la mythologie romaine? Ben, je vois qu'on est réveillé ce soir. Qui est le boiteux? Qui? Plus fort. Vulcain. Vulcain, parce que Vulcain c'est en latin et Phaistos c'est en grec. Alors c'est bien parce que ça me donne l'occasion de vous expliquer comment ça fonctionne, la manière de transmettre. F, la lettre F, eh bien, elle a pour emblème la paternité. Et le mot estos en grec, tout comme la as, c'est la pierre. Donc, on sait que Héphaïstos, c'est le père de la pierre. Donc, le feu, sous-entendu, est le père de la pierre philosophale. La lettre F, on ne la note pas dans philosophale, mais on l'entend. Donc, on doit être très attentif à cela. Merci pour la réponse. Ensuite, Claude. Alors, classique. Les classiques de la littérature hermético-alchimique. Qui saurait me citer 4 classiques successivement et si possible par ordre chronologique? Y a-t-il des amateurs? J'offrirai volontiers une sucette au pétrole, ouais, comme d'habitude, ou une glace à la viande hachée pour les amateurs. Donc on va essayer qui a au moins un auteur qui est relativement récent, il est né en 1839. Et à ce jour, que je sache, il ne serait pas décédé. Voilà, Fulcanelli, dont le nom véritable, comme je l'ai dit, c'est plutôt Albert Auguste Cochon de Lapparent. À ce propos, je pense sortir vers Noël prochain le 2e volume, très considérable aussi par la densité des informations et surtout des preuves accablantes sur la vérité de ma proposition. Donc Fulcanelli, c'est pas très loin de nous, hein, parce que les ouvrages sont nés pour l'édition en 1926 et en 1930. Qui connaît un auteur juste antérieur? Oui? Ah non, ça n'est pas juste antérieur, puisque Flamel, c'est le Moyen-Âge. Nous avons ici un candidat. Siliani. Siliani. Alors Siliani, c'est le nom qui a été donné, puisque la signature de cet individu qui a fait paraître en 1832, un siècle avant quasiment, eh bien c'était un C. Et pourquoi le C a grande importance dans le langage des alchimistes? Parce que c'est la lettre emblème, le glyphe de la Lune. Par ailleurs, comme c'est la 3e lettre de notre alphabet, elle est au 3e rang, on doit sous-entendre une trinité dans la Lune. Et la trinité, autant la connaître dès maintenant, c'est soufre, mercure, sel. Sachant que sel, le S de sel, c'est soleil, et le L de sel, c'est lune. Et le E qui vient entre les deux, c'est énergie. Ça marche. Alors, avant Siliani, alors il faut que j'explique Siliani. En Grèce du Nord-Est, il y a un mont qui est double, qui s'appelle le mont Silène. Comme il est double, il est obligatoirement associé au dieu double, à savoir Hermès, dont le nom signifie fondement. Mais on trouve, comment dire, aussi bien fondation, socle, etc. Pour Rabelais, qui s'y entendait, fondement c'est mieux, parce qu'à ces époques-là, le fondement c'est ce sur quoi l'on s'assied. Autrement dit, la lumière. Pourquoi je peux dire ceci? Qui va lever le doigt, prendre le risque de se ridiculiser, puisqu'il n'y a que cela, pour un petit peu faire rabaisser l'orgueil. Pourquoi? Il a dit quelque chose qui est particulièrement clair. Il dit « Aussi haut soit-on, nous ne sommes toujours assis que sur notre cul ». Et le cul, ça s'écrit C-U-L, tu es d'accord? Tu connais la partie.
Tu la reconnais en forme de lune, hein? D'accord, ou de l'autre, au choix. Néanmoins, L, U et C, c'est presque pareil que Q, si je puis dire, mais c'est inversé, et c'est lucis, la lumière, n'est-ce pas? Voilà, lux, lucis. Voilà, c'est-à-dire, tu dirais, quel temps des désinences? Lucis, c'est le génitif, mais lux, indicatif, comme ça se dit? Oui, c'est le premier. Ça s'appelle le nominatif et le génitif qui sont donnés. Donc vous avez lux, lucis. Retenez que X, c'est l'emblème de la lumière en général. Donc il n'y a pas de contrariété entre ces termes. Au contraire, il y a complémentarité, voire même polarité. Continuons. Qui vient avant Siliani, s'il vous plaît? Ah non, c'est bien antérieur, c'est la Renaissance, oui. C'est bon, c'est avant, mais là tu vas coincer tout le monde, mais on se débrouillera avec l'adepte anglais Irénée Philalèthe, dont le nom grec est Irénée. Irénée, c'est la paix. Donc quand on lâche un bruit sonore, on dit allez en paix, etc., tout va bien. Je blague, mais c'est important parce que ça permet de fixer les idées. Donc Irénée Philalèthe, c'est quelle époque? Début 18e? Non, c'est trop tard. Fin 17e. Oui, c'est mieux comme cela. Donc, avant celui-là, on va citer Paracelse. Alors, ces 4 personnages ne sont pas exactement alchimistes. Je vais préciser. Ce sont d'abord et avant tout des hermétistes. Je précise parce que ça vous permettra de ne pas vous faire piéger. Si vous avez quelqu'un, allez au hasard, Patrick Rivière, qui est plutôt maçon qu'homme d'église, là où il va se faire coincer, c'est que les hermétistes, sans faute, absolument sans faute, sont tous déistes, première chose. La plupart du temps, ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce que le message de la pierre est très vigoureusement conservé dans le message chrétien. À savoir, si vous faites le tour de la question, Jésus, le centre du christianisme, celui qu'on devrait normalement prendre comme modèle jusqu'au sacrifice, eh bien, il est au centre d'un cercle de 12 apôtres, c'est-à-dire c'est le soleil au milieu du zodiaque, première chose. Mais, donc il règne sur toutes les choses et il les anime, première chose donc. La deuxième, c'est qu'il est désigné sous l'appellation Christ, c'est-à-dire C-H-R-I-S-T. Donc je me dois de traduire. Le C, on l'a vu, c'est la Lune. H, c'est la relation, et je l'ai expliqué dans le précédent cours, entre le ciel et la terre. Un échange permanent qu'on pourrait appeler la respiration. Ce qui est prouvé par l'usage même de cette lettre, c'est qu'il y a H expiré et H inspiré. En grec, qui a fait du grec, s'il vous plaît? Pas tous à la fois, d'accord. Mais bon, je le dis quand même, il y a un accent dur et un accent faible. Le faible, c'est pour inspirer, le dur, c'est pour expirer. On l'a dans différentes langues, l'arabe, mais curieusement, on l'avait sur toute la planète. Ainsi, il y avait plusieurs tons dans différentes langues, et notamment dans les Andes. C'est très peu connu parce que personne ne s'occupe de ces populations isolées aux 3000 à 3500 mètres d'altitude, mais ils prononcent la lettre H aussi bien comme ça, un souffle, aussi bien comme ça, comme s'il y avait un clic dedans. On le trouve, ce clic, dans une population très éloignée des Andes, c'est en Australie. Qui sont ces personnages qui font ce clic? Les aborigènes. Les aborigènes australiens qu'on appelle, eux-mêmes s'appellent comment? Les hommes, gagnés. Donc pour ceci, on va procéder CH, mais on prononce quand même, on devrait lire Christ, en toute, on dit Christ. Donc déjà, le C et le H sont en situation particulière. Je rappelle que la lettre H, elle a pour vocation également de transmuter la prononciation. C plus H, ça fait che, qui est une prononciation différente à la fois de H et de C. Mais si on a P et H, ça fait le F de tout à l'heure dans la prononciation. Donc c'est une lettre qui n'est ni voyelle ni consonne, mais qui a pour but de transmuter les prononciations. Tout cela va bien. Ensuite, nous avons la lettre R, qui est la lettre emblème de la force. S'il vous plaît, qu'est-ce que la force par rapport à l'énergie? Et là, on a encore une polarité. Nous avons Marie-Agnès, qui a un double prénom, donc elle est hermétiste comme si elle était née avec. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire, Marie-Agnès?
La force, c'est de l'énergie plus de la volonté. Plus une volonté, parce que de la volonté, c'est inquantifiable. Voilà. C'est ça la remarque que je souhaite faire. Quand on parle de l'enlangage des anciens d'une vertu, c'est quelque chose qui n'a pas de dimension, de durée, de quantité particulière ou même d'aspect. Si la volonté, comme l'amour d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est. On pourra réfléchir des milliers d'années. Fort heureusement, les anciens nous ont indiqué que s'il n'y a pas la volonté avec l'énergie, la force n'est pas là. Or, seule la force agit. L'énergie, elle reste, elle est là, disponible, mais il n'y a rien. Pour les anciens, donc, l'énergie est de nature féminine et la volonté est de nature masculine. C'est la curiosité qui fait qu'au-dessus de l'énergie, il y a les vertus. Et c'est bien ce qui meut la personne humaine en général, à savoir si il y a une volonté, il y a un chemin. C'est ce que disent les anciens avec une manière, une tournure très particulière. Pourquoi ? Parce que en grec, chemin désigne la matière première. De la même manière qu'on dira une cheminée, c'est un feu, et la trace de la cheminée, c'est la fumée, avec la lettre F, qui va de bas en haut. Donc on sait que... Et qu'est-ce qui permet de faire une cheminée, sinon des pierres réfractaires ? Donc là encore, on a toutes ces choses-là qu'il convient de connaître. Pourquoi ? Parce que la polarité, dans un âtre, c'est le même mot que être, âtre. A, accent circonflexe, parce que ça se disait estre, avec AI au début, ensuite c'est passé à E, estre, pour devenir être. Voilà. On a un arbre qui porte être avec la lettre H. Il est bon de s'y intéresser pour toute personne qui veut pratiquer la médecine à l'ancienne. Je rappelle par exemple que largement avant l'invention de l'aspirine, les anciens utilisaient de l'écorce de saule pour obtenir l'acide. Oui, pas seulement salicylique, il y en a d'autres, mais c'est le principe même de l'aspirine. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec l'aspirine ? En consommer quotidiennement. Pour quelle raison ? Tous les excès sont préjudiciables, tous les manques aussi. Oui ? Ça déclenche des hémorragies. Exactement. J'ai cru que tu allais dire des hémorroïdes. Là, c'était cuit, mais non. Au moins, vous vous souviendrez que, voilà, on peut mourir de l'excès de... Je sais, parce que je le connaissais bien, que c'est de cela exactement qu'est décédé un monsieur que j'aimais bien et qui, lui, m'a affirmé continuellement que le film La Révélation des Pyramides, pour lui, c'est l'entière vérité. Ça n'est pas n'importe qui, c'est un prix Nobel de économie. C'était en même temps un mathématicien, un physicien de haute qualité. Lui aussi qui était, tout comme Monsieur de Lapparent, il a été major de promotion à Polytechnique et a fait l'école des mines, et c'est Maurice Allais. Maurice Allais à ne pas confondre avec Alphonse Allais. Hein. Voilà. Donc, vous vous souvenez d'Alphonse Allais, c'est celui qui dit, c'est pour Valérie là, qui est en train de se réveiller, qu'est-ce qu'il disait Alphonse Allais ? Le café, cette boisson qui fait dormir quand on n'en boit pas. C'est chouette, hein, la tournure. Bon, cette pensée-là, elle est particulièrement traditionnelle. Et où il vivait, Alphonse Allais, et quel faisait-il ? Vous allez voir le raccourci que je prends. Alphonse Allais, quel était son métier ? Il était pharmacien. Il vivait où ? À Honfleur. Toutes ces petites choses, ça fait partie de la culture générale. Aujourd'hui, elle est détruite à plaisir dans les écoles, c'est normal, mais rien n'empêche de faire comme mon grand-père a fait pour avoir une culture qui m'a à chaque fois pris par là et par les cheveux, à savoir, tous les soirs, il se donnait le temps de lire 2 pages dans le dictionnaire et il faisait le tour de ce qu'il avait pu récupérer en fin de semaine. Il me demandait, tiens, est-ce que tu peux me rendre un service ? Je savais que c'était l'interroger sur tout ce qu'il avait lu, c'est-à-dire combien de pages ? Environ une quinzaine, voilà, 2 pages, voilà. Ben, c'est comme ça qu'on devient cultivé. Bon, je reviens. Nous en sommes à C-H-R-I. Et le I, il occupe, en gros, si je puis dire, la place importante, parce que C-H et R, ce sont des consonnes. Et S et T qui viennent après le I, ce sont des consonnes. Nous sommes d'accord. Donc nous avons combien de consonnes, Guillaume ? Bravo. Et au milieu ? Le 5, pourquoi il est important ? C'est un intermédiaire entre 1 et 9. C'est exact, merci. Et 5 désigne quelle lettre ? Merci. En revanche, le I qui est à quel rang, lui ? 9. Ça veut dire qu'il est complet. Et le I, c'est le dessin même, l'emblème d'une colonne.
à savoir ce qui relie, mais plus solidement encore que la lettre H, le ciel à la terre. C'est pourquoi, depuis la plus lointaine Antiquité, tout ce qui est vertical, que ce soit le bâton du pasteur, le bâton de n'importe qui a du pouvoir, ou encore une colonne ou un fût d'arbre, tout cela, c'est l'emblème de la relation la terre et le ciel, ou l'inversement proportionnel. Donc nous avons I qui est au milieu, c'est l'idée, c'est l'emblème de l'idée, l'idéation, l'individu, toutes ces choses-là sont relatives à 9. C'est aussi, conséquemment, ce qu'on entend, le nombre 9, qu'est-ce qu'il désigne? N apostrophe O E U F, un 9. C'est le renouveau, etc. Parce que pour les anciens, la seule manière d'avoir du renouveau dans l'existence, c'est la consommation de la pierre des philosophes. Donc je vais faire un petit encas pour expliquer quelles sont les prétentions des alchimistes. Ils prétendent qu'ils ne font pas la pierre philosophale pour transmuter du plomb en or. Ça, c'est la vérification c'est la validation en quelque sorte de l'activité réelle de leur produit. Ce produit, on peut dire que c'est un catalyseur parce qu'il réduit en quelques dizaines de secondes ce que la nature met quelques milliers, voire dizaines de milliers, voire davantage d'années pour faire ce que la pierre est capable de faire. Donc c'est un produit qui à lui seul est un activateur énergétique ou réducteur de temps. Donc cette pierre-là, on en vérifie la capacité utile, non pas en transmutant dans le monde métallique seulement, mais végétal, animal, minéral et aussi surtout humain. Parce que le projet du véritable hermétiste, et non pas seulement de l'alchimiste, vous voyez la nuance maintenant, c'est de consommer cette pierre sous la forme qui convient, afin de se transmuter soi-même. Et cette transmutation apporte beaucoup de renouveau dans la vie, à savoir la santé absolue. C'est-à-dire, rien ne peut atteindre le philosophe adepte. On appelle un adepte celui qui a réussi la pierre. Mais normalement, on devrait faire seulement ce mot en usage pour celui qui l'a ingurgité. Donc il y a une petite nuance. Moi, je préfère appeler philosophe celui qui n'a pas encore ingurgité la pierre. Au moins, c'est clair. Adepte, ça devient de adeptus, celui qui est parvenu à quelque chose. Ça n'est pas quelqu'un, par exemple, qui fait du ski nautique, dont un adepte du ski nautique. Ça n'a pas de sens, ça, pour les anciens. Donc faites attention. L'étymologie, c'est une chose importante, mais le contexte dans lequel vous trouvez les mots aussi, c'est important. Pour faire simple, et je reviendrai après pour l'explication de l'adepta et tout le bazar, c'est que nous sommes dans un contexte à l'ancienne. Et les derniers propagateurs de la modalité de transmission, ce sont les Égyptiens par l'écriture hiéroglyphique. L'écriture hiéroglyphique, elle a ça de le particulier, elle montre littéralement les choses, mais sur ces choses, on a collé en quelque sorte plusieurs épaisseurs. On parle du sol, ça s'écrit sol, et en latin, sol, c'est le soleil. En musique, c'est une note, qu'on peut appeler également quinte. C'est vous dire qu'on peut... Si on parle du soleil, on peut dire astre, c'est-à-dire on désignera quelqu'un. Pour l'écriture égyptienne, lorsqu'on voit un soleil, c'est-à-dire un cercle avec un point dedans, si c'est dans le contexte, et auquel cas on a un déterminatif, un mot qu'on ne prononcera pas, le déterminatif pour l'espace et le ciel, ce sera le soleil. Cercle avec point dedans. Si le déterminatif est un homme, ce cercle avec un point dedans désignera le cœur. Si on voit l'hiéroglyphe du sol qui est proposé, ce sera ce cercle avec un point dedans, l'or. Selon les anciens, l'astre, le soleil, dont l'anagramme est isolé, et hélios en grec, hélice, parce qu'il fait tout le soleil à l'horizon est, il ne fait que ce mouvement-là, mouvement d'hélice. Quand il croise au milieu, ça veut dire qu'on est en période d'équinoxe. Quand il s'éloigne, c'est ou solstice d'hiver ou solstice d'été. Et ça, c'est important parce que ça dessine quoi? Une hélice? Oui, mais le nombre 8, qui est utilisé également, on appelle analemne pour les gens qui s'occupent des étoiles, c'est-à-dire les astronomes, mais ça porte un autre nom. Lemniscate. Qui a répondu? Un martini en moins. Donc, non, c'est un martinus, je te le dis. Donc, simplement, ce sont des référentiels. Donc, on a des mots qui sont des indicatifs qu'on appelle... Ben alors,
des déterminatifs. Je l'ai dit 4 fois, fort heureusement, quelqu'un a retenu. D'un côté, nous avons des déterminatifs qui indiquent le contexte. Si on ne fait pas attention à cela, on ne peut rien comprendre à la manière d'exprimer les choses. Revenons donc sur le mot Christ. Il reste 2 lettres. S pour serpent. Pourquoi c'est important de placer ma diatribe sur le 8 et le soleil? C'est que le S, c'est la moitié du 8. Et quel est le rang de S dans notre alphabet? 19. Et le S de 19, on le retrouve dans le jeu de tarot, parce que l'arcane 19 s'appelle effectivement le soleil. Donc, en plus d'avoir des indications sur l'hiéroglyphie, on est tenu de faire attention à un jeu. On n'est pas tenu de croire que ce jeu permet de... Bien que ce soit très efficace, Besnay et moi, pendant 2 mois et un peu plus, on a passé beaucoup de temps à donner des indications de toute espèce, simplement sans se déplacer trop, en lisant littéralement avec cette méthodologie de lecture tout ce qui peut arriver et tout ce qui peut aider pour que ça n'arrive pas. Ça, c'est la polarité de base dans le jeu de tarot. Il y a un certain temps, le cours était divisé en 4 parties parce qu'elles sont complémentaires. Je vais essayer par des sorties de route de vous rappeler ou de vous enseigner ces choses-là. Il y avait le cours de tarot, etc. l'année passée. C'est-à-dire qu'on apprenait à se débrouiller dans ce langage particulier. Donc je continue avec Christ. On a vu la lettre S, le serpent. Le serpent, on sait que c'est un assassin quand on se fait mordre, ou qu'il est l'emblème du soin, c'est-à-dire de la santé. Ça marche. Mais avec T, ça fait ST, qui est l'emblème de la fixation. Vous verrez, par exemple, tout à l'heure, on m'a cité Nicolas Flamel, dans un ouvrage classique de Nicolas Flamel qui s'appelle... Il fait référence à l'Égypte. Qui connaît cet ouvrage de Nicolas Flamel, qui est en vente ici d'ailleurs? Au lieu de 40 €, il est à 10 ici. Ça s'appelle? Presque cela, on s'en fiche. Ça parle d'hiéroglyphie, parce que l'hiéroglyphie, comme son nom l'indique, c'est la manière sacrée d'écrire. Ils écrivent littéralement en hiéroglyphe. On va prendre l'exemple justement de Nicolas Flamel. En grec, le mot niquer, c'est pas pour les écoliers, c'est la victoire. Je vous ai niqué, ça veut dire que le type il parle grec, il les a vaincus. Enfin, ou 21, ça dépend. Bon, on voit que je suis rabelaisien parce que Rabelais, c'est un hermétiste. Aucun doute là-dessus. Il n'est pas le seul à son époque. Il y a évidemment Paracelse, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi Léonard de Vinci. Je rappelle que Léonard de Vinci et sa force de scier, qui, bon, blague à part, c'est Léonard, ça commence par la lettre L, qui est l'emblème de l'équerre. Et Vinci, c'est la lettre V, qui est l'emblème du compas. Ça marche. Si on retourne ces lettres, on a des lettres grecques, nous avons gamma et lambda. Ça marche, c'est-à-dire équerre et compas. Mais mieux que cela, si on lit LV à la suite, on prononce LV, c'est-à-dire le Très-Haut, la divinité, etc. On voit qu'il y a énormément de couches à considérer. Moi, pour me distraire, quand je suis avec des cornichons, parce que c'est un plaisir bourgeois que de rendre ridicule des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus de la masse, alors que la plupart du temps, ils sont plus ignorants que la masse. Le peuple, je vous l'affirme, il sait beaucoup mieux et plus de choses que toute cette clique. Bon. Ce que je veux dire, c'est que je m'amuse à parler de manière kabbalistique pour mon grand plaisir. Et je vois qu'il y a des personnes qui sont en quelque sorte happées par l'idée de la chose sans la saisir. C'est pourquoi, après, je vais les voir en disant « Vous avez été surprise, que ce soit une personne, c'est bien, parce que c'est une modalité de transmission. » Donc, par exemple, je peux citer, d'ici la fin du cours, 15 fois le nom de Fatou sans qu'elle s'en aperçoive. On essaye? Tu veux? Donc, attention, la prononciation joue un rôle important. On va faire le tour de ton prénom tout à l'heure. Donc, Christ, il reste S et T. C'est l'emblème de la fixation. Là, vous voyez la lettre T, c'est fixé. C'est pourquoi, quand vous avez le mot stop, vous savez que ça veut dire stop. Vous avez le mot estomac, ça veut dire que la nourriture s'arrête ici. Si vous voyez stupéfait, la personne est restée... Ah, voilà. Stupide, c'est pareil. Vous avez d'autres mots. Une stase. C'est quoi une stase? C'est l'arrêt quelque part. Une station de métro,
c'est là où s'arrête le métro. On comprend bien que dans le corps même des mots, il y a des formations qui portent littéralement les significations. Voilà. Je reviens sur la lettre S. Comment, selon vous, à partir de la lettre S, on peut avoir la lettre O, qui est l'emblème général de la totalité? Alors, on va le faire plus haut, justement. Marie-Agnès, voilà. On a ces deux parties de la lettre S qui se décollent et qui viennent se rejoindre. La différence fondamentale entre le S et le O, c'est que le O, ça détermine une surface avec la lettre S. Vous voyez les liens? Donc, pour le O, on a affaire à une figure fermée. Combien y en a-t-il dans notre alphabet? Ça, vous ne l'avez jamais testé. Vous n'avez jamais compté quelles sont les lettres, quand on écrit en minuscule, qui dépassent vers le haut ou vers le bas. Il y a des secrets là-dedans. Vous n'avez pas vu, quand on écrit en majuscule, qu'il y a la manière de couper, soit verticalement, soit horizontalement, les lettres. Je prends un exemple. Je coupe la lettre A en son centre, verticalement. Les deux parties, je peux les réunir. On appelle cette formation comment? Quand les figures sont semblables et qu'on peut les réunir l'une avec l'autre. Guillaume, l'énantiomorphie. Énantiomorphe. On peut le faire avec la lettre A, mais pas avec la lettre B. Ni avec la lettre C, ni D, ni E, etc. Si vous comptiez cet alphabet en commençant par la lettre H, vous trouveriez deux constantes mathématiques, telles que vous les avez vues, par exemple, dans le film La Révélation des pyramides. Je le montrerai dans le prochain film, donc ne vous prenez pas la tête spécialement, mais il y a dans tout ce que nous ont légué les anciens des informations en quantité industrielle, et si possible, le plus important, voilà. Ça marche, on continue. Donc Christ, c'est le début du terme cristal. Et pourquoi on n'a pas besoin de dire cristal pour cet homme-là, si toutefois il a existé? Parce que le A, c'est encore un compas, et le L encore. Voilà. Mais la somme de ces deux valeurs, selon le rang, ça fait 13. Et 13, quand on retourne dans le jeu de tarot, ça s'appelle l'arcane sans nom. Mais sous-entendu la mort. Or, lui, il dit, c'est sa saga à lui, qu'il n'a pas connu la mort. Il est passé par la mort et il est ressorti de l'auberge aussitôt. Donc on voit qu'il y a des indications précieuses sur des domaines dont on pense que c'est totalement délirant. Pourquoi? C'est que la Bible et les évangiles, la totalité, c'est un ouvrage hermétique. La bonne preuve, vous l'aurez dans le prochain film, c'est que l'Ancien Testament et le Nouveau sont reliés par cette figure qu'on appelle l'huit, que j'ai montré tout à l'heure, ou encore lemniscate, ou encore Fatou. Hein. Qu'est-ce que tu vas dire? Lemniscate, 8 et infini, et il y en a 4. Analemne. Qui va décrire ce qu'est l'analemne? On va le faire très facilement. Imaginez que vous ayez un bâton ici planté dans le sol et que le soleil circule. Et bien vous verrez ce que j'ai dit qui se produit là-bas, ça se produit verticalement si on suit l'ombre, la pointe de l'ombre. Donc c'est ça l'analemne. Les anciens passaient beaucoup de temps à dessiner l'analemne du lieu, ou bien du lieu d'où ils venaient. Donc on savait qu'ils étaient venus là, mais qu'ils venaient de là-bas. Donc c'est très, très ingénieux. Et comme les allées et venues, ça se dessinait aussi grâce à la lettre H, on est bien embarrassé quand on ignore tout cela pour savoir qu'est-ce qu'ont fait les anciens, d'où ils venaient, etc. Mais vous verrez, Didier le sait parce qu'on travaille 3 fois par semaine sur le sujet, on ne pense pas qu'il y ait des liaisons fortes, très fortes, entre tel site qui n'est pas sur l'équateur penché, mais il y en a. Vous verrez que la relation avec l'équateur penché, dans tous les domaines, elle existe. Vous verrez que ce qui a été proposé dans le premier film se démontre dans tous les cas de figure. Oui? Elle dépend juste de la latitude, l'analemne. Oui, évidemment. Et ça permet d'avoir une indication sur le lieu véritable d'origine. Mais il y a un artifice qui permet de déterminer la longitude. Mais ça, c'est secret. Sachez quand même que la longitude, c'était un problème très difficile à résoudre et ça a été résolu en l'année 1777. Non, Mercator, il avait fait son boulot comme il pouvait. Ça n'a rien à voir avec Mercator, qui était un ami de John Dee. C'est pas grave, ça se soigne.
Je reviens. Donc le mot Christ, à lui seul, il sous-entend cristal. Et pourquoi on peut dire qu'il symbolise, le terme est très grossier, on devrait dire, il emblématise la pierre des philosophes, parce que s'il y a un métal, au moins un, à l'origine de l'élaboration philosophale, à la fin, nous n'avons qu'un cristal. De la même manière que si on mélange du plomb avec du verre, intelligemment et en proportion, nous obtenons du cristal. C'est-à-dire un verre qui, en plus d'être du verre dans ses caractéristiques, il possède quoi en plus du verre? Oui. La résonance. Ça, c'est une chose. Ding, ding, c'est une bonne chose. Donc on voit que ses capacités physiques ont été modifiées, mais surtout la réfringence, c'est-à-dire la quantité de lumière et la qualité de lumière qu'il est capable de restituer aux alentours. Normalement, quelqu'un qui a une vue correcte, il reconnaît un verre de cristal à peu près à 20 mètres. Et surtout, il suffira de faire tilt avec l'ongle et ça se sent. Mais il y a aussi quelque chose qui est supérieur dans le cristal et qui est dans le monde musical et sonore. Alors ça, la différence est tellement importante parce que lorsqu'on a avec du verre ordinaire, on n'a pas d'harmonique au-dessus. Alors qu'avec du cristal, on entend les harmoniques qui se développent vraiment très agréablement. Ce qui fait qu'on peut faire une petite symphonie avec 6-7 verres. Et je dis 6 parce qu'il faut être très rapide et avoir le doigt qui colle bien. Voilà. Donc ça, c'est une chose que les anciens connaissaient très bien. D'ailleurs, très jeune, un dénommé Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart, il avait fait ce qu'on appelle Glockenspiel, c'est-à-dire il avait mis des verres de cristal et il sifflotait littéralement les mélodies principales qu'il empruntait à d'autres, parce que ça c'est pas Mozart qui écrit ça, nous sommes d'accord, c'est qui? Monsieur Source, Bach. En allemand, c'est une source. Et les gens bien instruits de musique, ils diraient volontiers que la source de la musique contemporaine, c'est Jean-Sébastien Bach. La source. Bon, il y a aussi Jean-Philippe Rameau, c'est une autre partie de la nature. Hein. Sans rentrer dans le détail, sachez que tout ce qui est hermétique ne passe pas seulement par l'écriture, par le langage, ça passe par tous les truchements possibles, dont la musique. J'ai donné un article dans un petit ouvrage là-bas, autant qu'ils m'en souviennent, c'est le numéro 1 de Miscellanée hermétique, consacré justement à Jean-Sébastien Bach, qui a fait dans son œuvre, durant 33 ans, tout ce qu'il a pu transmettre. Mais ce n'est pas à la portée du premier venu. D'abord parce qu'il faut l'entendre. Quelqu'un qui ne connaît pas la musique théorique, il a beaucoup de mal à savoir si on parle de quinte, c'est pas ce que ça veut dire de tierce, c'est pas de quarte, de sixte, etc. Alors justement, on va parler de sixte maintenant. Surtout avec toi. Pourquoi c'est important? Parce que le nombre 6, il représente quoi, Guillaume? 1 plus 2 plus 3 ou 1 fois 2 fois 3. D'accord, mais graphiquement. Et c'est le 9, la tête en bas. Donc ça rappelle le pendu, etc., mais on ne va pas rentrer là-dedans, simplement. Le 6, l'arcane 6 dans le jeu de tarot, il s'appelle, avec ton prénom d'abord, s'il te plaît. Oui? Tu n'as pas de prénom? Steven. Et tu ne sais pas l'arcane 6? C'est Tony qui va te le dire. L'amoureux. Et quel est le dessous de ce terme? C'est la gravitation. Ça désigne la gravitation universelle. Et vous devriez savoir, les vrais physiciens le savent, il y a 3 éléments participants à la gravitation. Il y en a un qui est fort connu des physiciens, c'est l'inertie. C'est pour ça qu'on revient au cours, parmi les premiers cours auxquels tu étais. L'inertie, c'est une des composantes de la chose dite gravitation. Ensuite, il y a quoi? Ça commence par M. La masse. La masse, donc gravitation, masse. Et le troisième terme, je vous le laisse, vous avez 100 000 ans pour le trouver. Il n'est pas sûr que vous le trouviez. Sachez quand même que le terme est entièrement faux parce qu'il ne correspond pas à une description physique. Oui? L'attraction? Non, il y a les deux dedans. Attraction et répulsion. Donc il n'y a pas de terme, mais ce que dit Marie-Agnès, qui a 2 prénoms, c'est valable. C'est attraction-répulsion, mais il n'y a pas un terme pour dire cela. C'est pourquoi ils ont mis amoureux. Pourquoi? Parce que le A et le M dans l'alphabet
sont contradictoires. Le A désigne une naissance parce que son sens emblématique d'origine, c'est le don. Alors que le M, c'est une transmutation, une transformation, c'est la lettre qui est au 13e rang et conséquemment qui renvoie au mot mort, par exemple. Donc, cette dualité, elle est à considérer. De la même manière que quand on dit la, on désigne par exemple Fatou, la demoiselle, la jeune femme. Oui. Eh bien, la lettre L est au 12e rang, la lettre A qui suit au 1er. Nous avons une équerre, la lettre L, qui a pour sens emblématique, qui est double, rechercher et ordonner. La réalité, c'est que pour les anciens, si tu cherches sans ordre, tu n'as pratiquement aucun moyen de trouver. Pourquoi ? Parce que selon leur méthode, et c'est la méthode à employer dans la lecture hermétique, il faut d'abord repousser tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est faux. Séparer le bon grain de l'ivraie. Ça marche ? Donc la méthode, ça n'est pas acquérir des choses justes, on ne peut pas les connaître a priori. C'est quand on perçoit qu'il y a des choses incorrectes, douteuses, etc. Donc il faut rechercher, non pas avec la manière moderne en disant on va mettre en œuvre le doute méthodique, parce que de nos jours, les trolls, par exemple, je leur ai expliqué gentiment, les trolls, vous ne comprenez absolument rien à la philosophie scientifique. Vous confondez le doute méthodique, qui est souple, à quoi ? Avec quoi on confond le doute méthodique ? Avec la suspicion systématique. Et c'est ce qu'ils font. Ils me voient, ils ne connaissent pas ce que j'enseigne, conséquemment, je suis un nul, je suis bon à mettre à la poubelle, etc. Donc eux, ils font cette erreur sans arrêt. Ils ne savent même pas que dans toute situation, ce qu'il faut rechercher d'abord et avant tout, c'est le fait. Il faut être un physicien. Normalement, à l'origine, physis en grec, c'est la nature. C'est en égyptien neter, neteru, c'est-à-dire la chose qui est issue de la création. Comme tout est issu de la création, ça veut dire que vous pouvez chercher dans la nature, vous ne serez jamais trompé parce que la nature est toujours égale à elle-même. Elle ne ment pas. Si vous faites quelque chose de travers, tiens, on va prendre un truc que j'avais proposé à une époque où j'étais sévèrement gêné par des trolls qui venaient aux conférences. J'avais dit, bon, je vais leur faire un petit piège, on va parler de la médecine hermétique. Voilà, et je viens, tout ça, et eux m'entreprennent en cours de route en me disant, oui, votre médecine c'est n'importe quoi, c'est comme l'homéopathie. D'accord. Je vais vous demander quelque chose, c'est, y a-t-il des médecins ? Il y avait 3 médecins dans la salle, fort heureusement, donc j'ai commencé par les entreprendre sur une chose. J'ai dit, s'il vous plaît, vous allez choisir qui se propose et vous allez poser 3 questions. Moi, je vais faire la même chose avec qui se propose et dans 20 minutes, on voit ce que vous savez de vrai sur la personne et moi pareil. Et on fait... Voilà, parce qu'en réalité, parmi les trolls, il y avait des médecins. Donc on a fait ça. Moi, j'ai demandé la date de naissance, l'heure de naissance, le lieu de naissance aux personnes qui se sont proposées. Et 20 minutes après, on a fait comparaison. Qu'est-ce que vous savez sur la personne ? Vous avez posé quelles questions, etc. Le résultat était quasiment égal à 0, hélas, pour les médecins. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun moyen d'approcher objectivement quelqu'un. Le problème, c'est que plutôt que de positionner comme les trolls le font sur le mode de la croyance, il faut vérifier, il faut tout vérifier. C'est ce que je dis dans le film, c'est ce que je dis dans les cours, il faut apprendre à vérifier tout. Je suppose que ça paraît évident. Néanmoins, lorsque vous allez nourrir vos enfants, vous achetez du lait, vous ne regardez pas la date. Le gamin, il ne sait pas que c'est, comment dire, une date périmée. Il n'a aucune information, mais quand il va boire le lait, il va dire « Maman, c'est pas bon, c'est pas bon. »« Tu vas boire ton lait, c'est bon, c'est pour ta croissance. »« Maman, c'est pas bon. » Paf, etc. Donc il est bien clair qu'il convient dans toute situation de vérifier. Ça, c'est le principe. D'abord les faits, ensuite la vérification des faits et la comparaison entre les faits. C'est la méthode d'ailleurs qu'enseigne l'un des meilleurs physiciens du siècle dernier, savoir Henri Poincaré. Pour vous donner une idée de la valeur à accorder à monsieur Albert-Auguste Cochon de Lapparent, il est devenu secrétaire perpétuel de l'Institut en matière de sciences physiques. Et l'appui qu'il a reçu, c'est celui de Henri Poincaré. C'est dire
que l'estime dans laquelle on le tenait, lui qui était un homme très modeste, il s'est effacé totalement, hein, ce Fulcanelli-là. On ne sait rien parce que j'en ai donné. Il y a malheureusement, la semaine dernière, la seule personne qui avait compris la chose de manière indépendante qui a disparu, c'est un monsieur de très bonne qualité, hélas, prématurément à l'âge de 57 ans. Immédiatement, 57, ça te fait penser à quoi? Nombre premier. Ah ben voilà, c'est ça. Comme il est né en 62, à l'inverse, 62 c'est divisible par 62. 57 c'est divisible par 3. Non, pas précisément, mais laisse venir s'il te plaît. C'est bien, elle vérifie, elle. Oui, mais attends, parce que je suis en train de concocter une petite démonstration à l'inverse. C'est bien, mais il faut aller plus loin. Si les choses sont dites ainsi, c'est qu'il y a une raison. De la même manière, si la nature fonctionne comme cela, je l'ai dit tout à l'heure avec l'acide acétylsalicylique. Trop, ça tue. Pas assez, ça gêne. Voilà, c'est affaire de proportion. Et là donc, 62, ça se divise. Tu vas entendre le piège. Par 2, nous sommes d'accord. Et ça fait 31 qui est un nombre et dont l'énantiomorphe ou l'énantiomère est 13 qui est un nombre. D'accord. Vous comprenez la manière dont on parle, c'est-à-dire avec des choses fausses, on introduit des choses vraies que les oiseaux ne vont pas apercevoir, et surtout ils vont les manquer parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont vu une erreur, tout est faux. Vous voyez les pièges que sèment les anciens. Et pourquoi, de nos jours, vous n'avez personne dans le monde universitaire pour vous expliquer leur échec, à savoir de quoi on parle. Ils ne savent même pas. Donc il est bien clair que quand vous venez à un cours dans ce genre-là, un vrai cours, il est impossible de savoir ce que vous allez recevoir parce que ça n'existe pas ailleurs que dans la mémoire de ceux qui transportent ces choses. Soyez rassurés, normalement, un cours de philosophie hermétique complet, entre guillemets, en moyenne, c'est 20 ans d'études à raison d'environ 7 à 8 heures par jour. Ça n'est plus possible. Mais la différence est fondamentale. Dans les âges anciens, on apprenait dans la nature, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ci, pourquoi cela, etc. Maintenant, on ne peut plus. La nature n'est presque plus accessible et elle est transformée par beaucoup de choses. Donc, on apprend l'essentiel et comme on est accoutumé à apprendre, on apprend plus vite et mieux en apparence. Ce qui nous manque, c'est la vérification systématique. Je suis persuadé que si vous retourniez à l'école maintenant, vous trouveriez les méthodes totalement débiles. De nos jours, on impose aux enfants l'apprentissage de l'écriture par la méthode globale. Résultat, 0 assuré. Parce que les liaisons qui se font dans les éléments constitutifs de la mémoire n'ont pas été observées. C'est des gens qui préfèrent théoriser qu'observer de nos jours. C'est pourquoi il y a très peu de vrais inventeurs, très peu de découvreurs, etc. Soit dit en passant, ce que j'ai découvert, entre guillemets, c'est parce que je pense comme les anciens. Mais tout le monde l'a sous le nez, mais personne ne l'étudie. Ce que je vous proposais de faire tout à l'heure avec l'alphabet, découvrir 2 constantes extraordinairement importantes que vous avez vues dans le film, vous pouvez le faire avec des tas d'autres domaines, c'est-à-dire le calendrier annuel, avec la semaine, etc. Tout ça, c'est farci d'informations extraordinairement denses et superposées. J'avais donné un article d'ailleurs sur la semaine et sa décomposition, 24 pages, format A4, sans fioriture aucune, ce qui n'est pas mon style. Moi, je fais comme la nature, j'essaye de faire comme elle, c'est-à-dire ni trop peu, et pas nitroglycérine, et j'en reviens à mon anecdote avec les médecins. Donc, les médecins qui se fichaient du monde, c'est-à-dire de moi, soyons modestes, je leur ai démontré très rapidement, en faisant le portrait de la personne, que leur méthodologie ne tenait pas debout. Ni du point de vue rationnel, ni du point de vue irrationnel, parce que pour eux, l'astrologie, c'est irrationnel. Or, moi, qui suis quand même... j'ai été formé de manière assez considérable, je peux dire que ce que je connais de plus rationnel, c'est l'alchimie, l'astrologie et la magie. Parce que ça englobe la totalité de l'expression naturelle. Je vais vous donner une critique de ce que ne font pas les savants du jour. C'est pour ça que je les appelle les savants du jour. Les personnes qui sont très attentives, elles feront bien, dès lors, référence. Le savant, de nos jours, il étudie dans un laboratoire. Déjà, il se sépare de la nature. Donc, il se sépare du soleil, de la lune, du vent, des influences terrestres et tout ça. Mais le pire, c'est qu'il ne travaille que le jour. Il n'étudie pas la nuit. Or, pour les anciens, et avec raison, les paysans de métier, entre guillemets, le savent, qui sont exclusivement des artisans, c'est la nuit que les choses
s'accroissent, grandissent. Et le jour, ce qui a été pris dans la nuit, va être fixé par le soleil. Donc ça, c'est pareil pour les métaux. S'il n'y a pas la lune qui passe et le soleil, rien ne se fait. Pas possibilité d'accroissement. Ça s'arrête et il n'y a pas de vie. Or, la vie des métaux, c'est ça. C'est la nuit. L'ampleur de l'influence lunaire les développe. Et le jour suivant avec le soleil, même s'il y a des nuages, ça ne fait que ralentir, mais il y a quand même cette influence-là. Donc retenez ceci, ce qui fait la différence fondamentale entre la science moderne et la science des anciens, c'est que la science des anciens va jusqu'à connaître les cycles de la Lune et du Soleil à la perfection, sans lesquels on ne peut s'occuper d'astrologie, puisque l'astrologie, c'est la science des cycles par excellence. Ça n'est pas l'astronomie, parce que les cycles biologiques, les anciens les connaissaient beaucoup, beaucoup mieux que nous actuellement. On les retrouve quand on fait attention. Si on n'a pas reçu l'héritage, on n'est même pas au courant de la chose, c'est dire. Ainsi, on se retrouve entre deux choses qui n'ont pas de point commun. La science des anciens, c'est la science totale, c'est-à-dire tout s'explique par la relation entre le ciel et la terre, entre l'inerte en apparence, mais qui est vivant dans son style, et le vivant, etc., etc. Et toutes ces choses sont ordonnées. Ce qui fait que quelqu'un qui veut apprendre l'astrologie, il a intérêt à avoir un cerveau bien ordonné, c'est-à-dire la partie gauche du cerveau, et un cerveau très libre, la partie droite, pour mettre en relation des choses qui en apparence n'en ont pas. Je donne un exemple. Quand vous êtes un petit enfant, on vous donne un jeu qui est constitué que de trous, avec des formes. La forme du trou, c'est une étoile. Et vous avez à côté les figures, qui, elles, sont pleines mais n'ont rien autour. Quand c'est l'étoile, le gamin, il prend l'étoile, il la met directement. C'est un développement intellectuel, cérébral, qu'on n'imagine pas, mais qui est très puissant. Mais pour les anciens, ils l'utilisent de manière systématique. Vous lisez un livre d'alchimie, pas une fois ils vont citer le mot alchimie. Et pourtant, ça fait partie des ouvrages où il y a le plus de cette discipline, mais ils ne l'ont pas dit. C'est le manque qui doit attirer l'attention. Ainsi de suite, et tout est comme ça. C'est ce qu'on appelle le jeu de la tropologie. Comme ce sont les créateurs des langues, toutes, ils sont extrêmement, compétents dans ces choses. Ce sont nécessairement des biblistes approfondis, puisque toute la pratique alchimique est décrite dans la Bible, et pour cela, ils doivent connaître au minimum du latin, du grec. Ça ne veut pas dire le parler, ça veut dire connaître les structures et comment la grammaire organise les choses. Tout à l'heure, on a parlé de la lettre C. C'est le 3e rang. Dans la langue, quelle qu'elle soit, il y a 3 principes à observer et on apprend très rapidement une langue si on s'en donne la peine, parce que d'abord il faut apprendre les verbes. Il y a combien de verbes en anglais qui soient irréguliers? Environ 200. Ça fait bien ça. Je peux vous assurer que vous connaissez l'anglais parlé en 1 mois et demi assez bien pour participer pratiquement à toutes les conversations dès lors que vous apprendriez les verbes irréguliers. C'est à peu près le temps qu'il faut pour assimiler 200 mots. Parce que pour les anciens, le verbe, il donne le temps de la situation et il donne l'idée d'un mouvement. Manger, c'est quoi? C'est amener des choses à sa bouche, les ingurgiter, etc., etc. Mais ce qu'il importe, c'est de concevoir que c'est la vie de la phrase. Vous connaissez des phrases sans verbe? Si, j'en connais, Ducon-Macron, par exemple, il n'y a pas de verbe, tout le monde fait la relation. Enfin, pardonnez-moi, c'est un exemple contemporain. Le gilet jaune, c'est une phrase, mais il n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'action chez eux. Bon, simplement, je dis le verbe. Or, le mot verbe, il est explicite. Vers, le V, il se prononçait OU avant. D'ailleurs, vous voyez, quand il y a U, par exemple, Jules César, ça s'écrit J-V-L-E. Eh bien, le verbe, ça se disait Our, qui est le nom de la lumière dans les langues sémitiques. Our. C'est-à-dire, dans Uranus, c'est Our, la lumière, qui est désignée avec le U et le R. C'est une chose à savoir. Ensuite, dans verbe, c'est bio, la vie. Donc, la lumière et la vie. C'est ce que dit le Christ dans le début de l'évangile de Jean. Qui connaît cette partie de l'évangile de Jean qu'on appelle le prologue? Commence pas avec la lumière. Oui,
Au commencement était le Verbe. Ça veut dire, au début, il y a eu la lumière, et ensuite il y a eu la vie. À quel jour en quel jour de la Genèse est né l'individu humain ? Le jour où j'aurai le temps, et vous aussi, de suivre les cours bibliques, je peux dire que ça va danser, ça va swinguer un max, parce que tout ce que vous avez besoin de savoir de nos jours sur la vie extraterrestre est là-dedans. Pas seulement la description de l'alchimie, qui est le résultat à obtenir pour tous les êtres humains en même temps, pour éviter que ce soit un assujettissement, un esclavage comme maintenant. C'est important de savoir comment on va faire, mais tout ça est indiqué là-dedans. Pour ça, la Bible, c'est un livre qui est incompréhensible de nos jours tant qu'il n'y a pas eu la clé qui a été transmise. Mais c'est vrai. Our, c'est de l'hébreu. Mais quand vous inversez et vous lisez de gauche à droite, ça fait roux. Or, ruach, avec la lettre H qui ressemble à un R, c'est l'esprit même. C'est la divinité sous forme d'un vent. Vous avez une phrase qui dit que l'esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. C'est vrai, parce qu'on ne sait rien, les vertus, on ne sait rien du tout. Toi, tu peux être amoureux, on ne sait pas si tu vas être amoureux de ta grand-mère, pardon, d'un jeune homme, un éphèbe, ou d'une femme, etc. On ne sait absolument rien en te voyant, on n'a aucune indication. On ne sait pas comment tu aimes, pourquoi tu aimes, combien de temps ça a duré, quelle est l'intensité, si on peut te faire confiance. On ne sait rien du tout. Ce que l'on sait simplement, c'est que l'amour, c'est la force la plus prégnante. C'est pour ça qu'il y a la lettre R à la fin. Âme, our. Et la lettre R se trouve dans le mot lumière. Ça marche. Toutes ces choses-là donc sont à connaître, à apprendre. Le minimum que vous puissiez faire pour vous distraire, par exemple si vous êtes 3h30 de métro de matin, je blague, j'exagère, vous apprenez les valeurs emblématiques des lettres. A, c'est le don, mais c'est également le glyphe de la montagne avec de la neige éternelle au-dessus. Comme il y a un triangle pointant en l'air, c'est l'inverse de la neige, c'est le feu, et ainsi de suite. Par exemple, en égyptien, vous voyez un triangle pointant en haut. Ça, selon le déterminatif, ce sera ou une pyramide ou du feu. C'est en même temps un support de... Mais ça, c'est très rarement employé, c'est pour ça que je ne le décris jamais. Mais c'est un tréteau, en quelque sorte. Vous voyez, le A, c'est comme un tréteau, vu de côté. Donc 2A, ça fait un T pour les anciens, mais on ne va pas rentrer là-dedans, c'est déjà assez compliqué. Le B... Comme son nom l'indique, si je fais venir une dame enceinte, vous allez tout de suite comprendre, elle a une poitrine qui a enflé, qui a du lait, et un ventre qui a enflé encore davantage. C'est la lettre B qu'on trouve pour bébé. Et le sens, c'est une enceinte, mais dans le sens un foyer, c'est-à-dire un cercle avec un point dedans, qui est le feu. C'est une enceinte fortifiée, un château. Tout ce qui est une habitation ou un lieu de résidence sera fait par la lettre B. En hébreu, beit, c'est-à-dire la maison. La lettre C, on l'a vu, c'est la lettre emblème de la Lune. Sachez quand même, parce que c'est assez important, mais vous le saurez dans l'opus 4 de LRDP, l'alphabet que l'on utilise, c'est la description de comment se sont installés les extraterrestres à l'époque lambda, je préciserai au fur et à mesure, sur la Terre, comment ils ont fait. C'est l'alphabet qui donne dans l'ordre toutes ces choses-là. De même qu'il donne, mais dans un ordre zodiacal cette fois-ci, la physique de l'univers. C'est quand même assez étrange, mais quand on le sait, on n'a rien à dire. Celles et ceux qui seront là le 23, samedi, pour la conférence, je donnerai des choses totalement inconnues sur le phénomène dit ovni, mais totalement inconnu. De sorte que on peut renouveler, rien qu'avec 1h30 de conférence, voire 2, la totalité de la chose. On verra comment ça tombe dru, sévère. Ça, c'est aussi des choses qui ont été transmises par ce procédé. Je prends un autre exemple, c'est qu'avec cette méthodologie, on peut lire les langues anciennes, que ce soit du grec archaïque, que ce soit du chinois, et même, je m'y suis expérimenté pour me donner l'idée de la chose, les rongo-rongo, c'est-à-dire l'écriture pascouane, elle est accessible, cela. Ça ne veut pas dire que je la maîtrise et que je la comprends absolument, mais je connais les éléments qui la constituent, de sorte que si je poursuivais mon étude, au bout d'un certain temps, je pourrais traduire directement lettre à lettre, parce que chaque élément dessiné, c'est une lettre, c'est-à-dire une prononciation. Donc, maintenant, je vais dire une chose à propos de l'écriture.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas, mais les anciens savaient quand ils ont créé l'écriture. La forme de la lettre, sa géométrie et son rang, c'est sa distinction en termes de mathématiques. C'est la géométrie et l'arithmétique, c'est-à-dire les deux formes principales des mathématiques. Je rappelle que le nombre, son vêtement, c'est la géométrie et la danse. Oui. Cela ne s'applique qu'à la lettre majuscule ou est-ce que ça Oh, les deux. Toute forme de lettre, toute forme de lettre. C'est assez étonnant, mais la géométrie de la lettre A, à l'origine, elle ne se dessinait pas comme ceci, mais comme ceci. C'est-à-dire, c'était... Le lion. Non, alpha grec, minuscule, voilà. Et ainsi de suite. Le B, pareil, bêta, etc. Donc, sans rentrer dans le détail, on est en capacité de comprendre que ça, c'est le corps de la lettre. C'est ce qui va rester. Les consonnes, c'est le squelette de la parole. Nous sommes d'accord ? Néanmoins, on ne peut pas prononcer les consonnes sans les voyelles. La lettre T, il y a le « et » dedans. B, il y a « et » dedans, etc. Donc on est obligé. V, pareil. Quelles sont les trois prononciations des lettres consonnes ? En plus, il y avait des tons, et je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a l'occlusion ici, qui est particulière, 3. Ça fait 7 possibilités pour chaque lettre. Sans rentrer dans le détail, maintenant, on a le corps de la lettre, c'est géométrie et nombre, c'est-à-dire arithmétique et géométrie. Ça, c'est le corps de la lettre. Ensuite, nous avons l'âme de la lettre, qui est sa prononciation, c'est sa vie même. Le problème, c'est que vous allez dans telle région, on ne prononce pas pareil. Vous allez, par exemple, en Savoie. En Savoie. Quand on prononce le A de Savoie, eh ben on prononce un A accent circonflexe, etc. Oui, non. Voilà. Et pire que ça, aller en Corse, qui est quand même une belle partie de la France. Et comment ils me parlent les gens là-bas ? Tu sais pas comment ils me prononcent. Le R roulé, il est très différent du R liquide. Ici, il y avait Édith Piaf qui chantait. Édith Piaf, elle avait toujours de la salive dans la gorge parce que sinon elle n'aurait pas pu prononcer comme Édith Piaf. Elle prononçait les R comme ceci. Essayez d'en faire autant, c'est pas évident. Donc, les prononciations ont changé. Savez-vous qu'à une époque, le S se prononçait CH, comme en anglais SH se prononçait SE. Un shooting, tiens, shooting ça s'écrit SH, voilà, d'accord. Il y a une erreur dans le shooting, dans la prononciation. Pourquoi ? OO. C'est 2 fois la même lettre, mais la prononciation n'a rien à voir avec l'une ou l'autre des 2 lettres. Ça n'est que cela. Les Anglais, c'est spécial. Ils écrivent élastique et ils prononcent caoutchouc. C'est ça le problème. Alors qu'en espagnol, tout ce qu'on lit se prononce tel quel. À un détail près, c'est qu'on ne dit pas J, qui n'existe pas, on dit R. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est à table au couscous, il va roter. Non, c'est pas exactement ça, mais... Donc c'est pour dire que la prononciation, c'est l'âme de la lettre, c'est ce qui la fait vivre. Et ensuite, quel est l'esprit de la lettre, selon vous ? Cet esprit, il est maintenu, comme ça a été dit pour le vent tout à l'heure. Il suffit de lire dans un sens, dans un autre, pour savoir quelle est la... On prend un exemple, le verbe palindromique le plus long en français, c'est ressasser. R-E-2-S-A-2-S-E-R. Vous le lisez dans un sens comme dans l'autre. Et il se trouve que le sens du mot ressasser, c'est recommencer la même chose. Ça marche. On a d'autres choses comme ça qui s'appellent anagrammes. On va prendre un truc bien de chez nous. On parlait tout à l'heure d'acétylsalicylique, d'acide acétylsalicylique. Anagramme de parisien, aspirine. Le rapport entre chien et niche, ce sont les mêmes lettres. Donc ça aussi, ils ont exploité toutes ces choses-là. Le rapport entre silence et science doit être également suivi. Pourquoi ? Parce que pour les anciens, on fait silence sur la science tant que les personnes qui sont présentes ne sont pas vertueuses. Donc la science, moi je considère qu'ici il y a plus de vertu que dans la France entière, littéralement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours là. C'est ce que disent les anciens. Ils disent, à une époque, les Chinois, les taoïstes, ils disaient, à une époque, le Tao
on le possédait. C'est-à-dire, il était toujours dans nos existences. Les gens respiraient le Tao, pensaient le Tao, etc., et le restituaient. Et après, les temps ont changé. Et le deuxième temps, les gens parfois étaient dans le Tao, parfois ils étaient en dehors du Tao. La troisième époque, ça existe dans Hésiode, tout cela. Ça existe un peu partout, même dans l'islam. La troisième époque, les gens se demandaient si le Tao existait encore. Et la quatrième époque, la nôtre, quand on leur parlait du Tao, les gens rigolaient. C'est pour cela que c'était le Tao. Donc, on voit bien qu'il y a une perte. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est ce qui était au début, qu'on puisse le refaire semer. C'est une semaille, ce à quoi je... Parce que si cela venait maintenant et se développait, parce que ça a un goût de vérité, ces choses-là. Ça paraît bête, mais c'est un goût de vérité. Si les personnes qui sont dans la situation que vous vivez, à savoir une insatisfaction permanente en termes de bonté, de vérité, de justice et de beauté, vous ne seriez pas là. C'est parce qu'il y a une souffrance qui vous dit qu'il faut aller rechercher les choses. La première chose à faire, avant même de rechercher, quelle est-elle? On va demander nos deux petits nouveaux là-bas. Ils ont un prénom chacun. Isabelle. Et Aurélien. Alors Isabelle, c'est anagramme de abeille. Ah bah oui. Donc, Isabelle. Alors, oui, Isabelle, par quoi doit-on commencer avant toute action? Que faut-il faire? On regarde les faits. Certes, mais ça c'est dans la tête. Donc il ne se produit rien à l'extérieur tant que la chose n'est pas décidée. Avant toute autre chose, même dans la tête, il faut s'orienter. L'or des philosophes, c'est aussi ça. OR parce que c'est orienté pour le haut et R rectifié. C'est la loi générale. C'est le marin. Le marin, il ne sait pas sur quoi il va tomber. Il y a une vague qui le porte sur un écueil, bing, la carcasse terminée. Ce n'est plus un marin, c'est un noyé. Donc c'est bien cela. S'orienter. Et ça se fait avec le sens du vent qui arrive ici, avec le poids et la longueur du bateau, avec la vitesse avec laquelle on manie le gouvernail et avec la précision, etc. Donc c'est bien cela que l'on fait. C'est ce que vous allez faire sans vous en apercevoir toute la durée des cours. Vous aurez des choses qui doivent remonter. En réalité, le meilleur cours possible, c'est ne pas écouter comme ça, etc. Il ne faut pas noter tout. Il faut être le plus disponible possible. Je prends pour image habituelle la chasse au papillon. Le papillon, c'est un truc, tu ne sais pas où il va s'envoler, où il est la seconde d'après, il est dans tous les sens à la fois. Si tu as une grande... Comment s'appelle ce grand machin chose? Une grande épuisette. Tu m'as l'air épuisette. Voilà. Crevette même pour dire. Un peu crevette. Donc... Avec une épuisette, quelle que soit la dimension de l'épuisette, on ne sait pas si on va capturer un papillon. Et quand on a la chance de capturer un papillon, ça peut être la pierride du chou, un papillon blanc, tu mets les doigts dessus, tu as du blanc partout après, c'est dégoûtant, ça ne sert à rien, et ça pourrit la vie des choux. C'est un truc, tu l'écrases, ne le faites pas, c'est une blague, ça n'a pas, voilà. En revanche, un macaron, tu vas l'attraper, mais quand tu vas le sortir du filet, il sera tout pourri. C'est quoi le macaron? C'est un... papillon qui a quelle couleur? Jaune, noir. Et sa particularité, il a deux extrémités, voilà, qui sont comme la lettre C, ici au derrière, c'est normal. Donc. Et ce papillon, il risque d'avoir ses petits pédoncules arrière détruits, etc. On peut très bien attraper un bleu ou un vert du Venezuela. Mais on ne le trouve pas au Venezuela, mais dans les îles antillaises. Le vert, quel prix il a? Le gouvernement américain achète le vert du Venezuela cher. 30 centimes d'euros le papillon. Pourquoi? Parce qu'avec le vert du Venezuela, qui est un papillon qui se reproduit avec une amplitude, on fait le vert des billets verts. C'est fait avec de la poudre d'ailes de papillon. Vous voyez les trolls, là, ils sont en train de dire, il nous a fait le râteau pnu. Il nous a fait quoi d'autre? Voilà, les tardigrades. Il est en train de nous faire le vert. Non, c'est eux les vers. Ils sont destinés à rester au sol. Bon, etc.
pour revenir à des choses considérables, si vous allez à la chasse aux papillons, je peux vous assurer que vous passez du bon temps. Vous courez après les papillons, vous ne pensez à rien. À tel point que vous êtes capable de vous prendre les pieds contre un caillou, dans une racine, etc. Vous étalez et après vous pensez à quelque chose, vous avez le nez transformé en Achille Zavata, couleur rouge cramoisi. Mais dans les cours, on ne doit pas penser, on doit être ici et c'est tout. Pourquoi ? Parce que la nature, et vous pouvez le vérifier, dès que vous avez un regard rétréci, presque tout elle le loupe. C'est comme dans les arts martiaux. Le type il dit je vais les taper là avant qu'il ait fait quoi que ce soit, il s'est pris un gros parpaing. Terminé. Mais le problème c'est quand il se réveille, il ne prend pas la leçon de la sottise. Il faut avoir comme si la personne n'existait pas. Le regard ouvert, c'est tout. Immédiatement, on perçoit n'importe quel mouvement dans sa finalité. Parce qu'il y a en dessous de la conscience un inconscient qui, lui, est d'une rapidité prodigieuse. Regardez les pianistes, ils ne peuvent pas penser en même temps qu'ils jouent. Ils laissent au contraire leur sensibilité à fleur de peau et ça y va. S'ils devaient penser, je vais terminer, c'est cuit. La pensée est de très loin inférieure en réalité au sentiment. Je vais vous raconter une anecdote qui va faire rougir ma femme. Je l'ai vue une seconde, ça y est, j'étais tilt, fixette terrible. En une seconde, même pas. C'est-à-dire que j'étais passé dans un autre monde brutalement, parce que le sentiment, c'est comme ça. Donc, la bonne manière de suivre un cours, c'est de ne pas être en train d'écouter les paroles et ceci et cela. Les paroles, elles entrent justement parce qu'il n'y a pas de crispation. Elles vont descendre dans la psyché, elles vont y rester un certain temps et elles vont remonter. Et au moment où elles vont remonter, elles engendreront une modification de perception, etc. C'est cela qu'il faut obtenir. La mémoire intégrale, on la possède. C'est-à-dire, si j'invitais notre nouveau ici, ça plaît pour tout le monde, hein? Oui, Amlaoui. Hein? Non, ton prénom, c'est Amlaoui ton prénom? D'accord, mais pourquoi tout à l'heure tu m'as dit Hadj? Parce que c'est mon nom. D'accord, ton nom de famille. Et je t'avais demandé ton prénom tout à l'heure. T'es vêtu en vert ou en gris? D'accord, ça va. D'accord, tu es d'origine? D'Algérie. Algérie. Mongolie, du côté du père. En haut à droite? En haut à droite. Voilà. Donc, simplement, pour bien être, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, pour être bien clair là-dedans, si par exemple, je disais, tu viens ici, je vais t'hypnotiser, tu n'as aucun risque, hein, tu n'es pas assez beau, non, je crétinise. Je t'hypnotise, je te dis, s'il te plaît, Amjaoui, tu me répètes tout le cours depuis telle heure. Il n'a pas regardé l'heure, mais dans sa tête, il y a quelque chose qui sait l'heure. Toujours. Ces choses-là, je les avais commencées en cours il y a très longtemps. J'ai arrêté parce que ça tournait malsain. Pourquoi ? Parce que les gens n'avaient pas cette maturité. Donc il y a des personnes auxquelles il faut refuser l'accès, parce que ça fait partie de la magie. Mais on peut apprendre le pendule avec des méthodes très précises, évidemment, parce que ce n'est pas n'importe quoi, ce sont des lois de la nature. J'ai eu l'occasion au Chili récemment de voir quelqu'un à qui l'on apprenait le pendule, et quand je l'ai vu opérer, j'ai dit, t'es complètement à côté de la plaque, tu vas avoir une réponse positive, 9 négatives, etc. Tu vas même pas savoir pourquoi c'est comme ça, etc. Il y a des règles, et les règles générales, la plus générale de toutes les règles, c'est la polarité. Ainsi, quand je dis oui, on entend en écho, non. Et quand je dis non, on entend oui, etc. Ce sont ces relations qui fonctionnent et qui nous permettent de travailler. Et la nature est très prolixe dans ces choses. Elle fait une partie de la tête, on ne sait pas pourquoi, qui calcule tout, qui régente tout. Quand vous avez des politiciens, par exemple, qui veulent berner tout le monde, ce sont des psychopathes. Pour quelle raison ? Parce que la partie gauche l'emporte sur l'autre partie. Plus de sensibilité, plus de sens des mesures, de l'harmonie, etc. Ça leur est étranger. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent leur temps à essayer d'accroître leur pouvoir, leurs moyens et les formes de turpitude. On a exactement ce qui convient dans le gouvernement actuel, mais on l'avait précédemment puisque ça fait depuis un certain temps. Je pourrais dire que le dernier gouvernement à peu près propre moralement, bien que, attention, je mets quand même des gros guillemets, c'était le gouvernement de Charles de Gaulle, qui lui avait une haute idée de la France. Voilà. Maintenant, la piétine, c'est comme ça. Les mœurs sont ainsi faites que les choses vont en se dégradant. Et il faut mettre un frein à cela. Et rappelez-vous, l'espoir est éternel. Sinon, on se fatigue pour rien. À quoi sert que du crosse des carcasses ? Pour donner du goût à la vie. Je reviens. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 10 minutes exactement ? Tu ne le sais pas. Tu n'es pas encore habitué. Il y a 10 minutes, je disais quoi ?
J'expliquais quel mot? Ben non. Vous n'êtes pas musulman que je sache. Je vais donner un indice. Le Christ, le mot Christ. Vous pourrez vérifier, la vidéo est faite, vous pourrez vérifier, Didier va dire « Oh, l'enfoiré à la seconde près !» Donc, on revient sur le sujet. Ce que je voudrais, c'est que vous pouvez prendre des notes. Mais ça, normalement, le cours, il va être mis à disposition le mois suivant, pour qu'il y ait la possibilité de se remémorer ces choses-là. Donc, vous ferez comme mon grand-père, s'il vous plaît. Vous arrivez ici, les mains dans les poches, la tête dans les étoiles, et quand vous repartez, éventuellement, si c'est dans le métro, c'est plus agréable, mais même en voiture, vous repensez, mais qu'est-ce qu'il a dit, le cornichon? Et mon grand-père m'avait enseigné quelque chose qui nettoie l'existence, la vie, et qui est importante. Pourquoi je dis cela? Parce que quel est le principe même de l'alchimie? Ton voisin. C'est un gros coup de coude dans les côtes. Quel est le principe même de l'action alchimique? C'est épurer de nous autres. Nous sommes bien d'accord. Oui, épurer. Le principe, c'est épurer. Donc, la nature, elle fait ça toute seule. Les choses tombent dans votre psyché, et ce qui est pur remonte. Et c'est ça qui fait travailler et modifier la perception, le comportement. Il n'y a rien à faire, en réalité. Il ne faut pas faire des efforts. Il y a des gens qui disent, oui, il faut que tu te transformes, il y a qu'à, on le connaît, ce truc. Moi qui ai pratiqué la vie dans les associations, je vous dis, il y a deux. Il y a ceux qui agissent, et ceux qui disent, il y a qu'à, il faut. C'est tout. Et vraiment, il ne faut pas les mélanger, parce qu'après, c'est cacatoïde. C'est impossible à gérer. Bon, je reviens. Donc, il faudrait faire comme mon grand-père. Quand vous arrivez le soir à la maison, au moment de vous endormir, vous repensez à tout le contenu de votre journée, en commençant par la fin. Tiens, j'étais à un cours avec un cornichon, j'ai rien compris, je suis content parce qu'au moins ça me nettoie la tête. C'est un coup d'Ajax, hop là, et on remonte. Qu'est-ce que j'ai pu retenir de ce cours? Est-ce que je vais y retourner ou non? Et on se dit, qu'est-ce que je faisais avant? Je suis venu, j'ai posé la voiture où ça, etc. Et on va remonter jusqu'au moment du réveil. On se dira, très heureux, j'ai quand même fait une bonne journée dans l'ensemble. Même quand on fait des trucs pourris, ça marche. Donc ça vaut la peine. Et on dort. Toi, tu devrais le faire parce que toi, tu es soumis à une grande pression quotidienne, longue. Tu ne manies rien. On te manipule, etc. Donc à la fin de la journée, tu prends ton espace de liberté et tu nettoies toutes ces choses-là. Ça, c'est comme vider les poubelles dans un appartement. Moi, je veux bien que vous ayez une grande pièce consacrée à la poubelle, c'est pas mon problème. Mais d'une manière générale, il est mieux d'arriver chez soi le soir sans que ça sente la crevette qu'on a pris à déjeuner ou la veille. Bonjour tout le monde. Tu vois, je parle de toi. Tu n'as pas noté, c'est la 10e fois que je parle de toi. Bon. Alors, il faut venir ici avec un état d'esprit particulier. Ce que je voudrais, c'est que vous aperceviez en sortant que vous étiez dans un monde séparé du reste du monde. C'est à ce prix-là. Si vous ne vous séparez pas, vous ne ferez pas bénéfice de la chose parce que vous n'arriverez pas à effectuer ce travail qui est le travail même de la nature partout et tout le temps, qui s'appelle le mouvement de convection. Ça marche? Donc je vous ai dit l'essentiel. L'objectif de l'alchimie, c'est épurer qui nous sommes, parce que si nous ne épurons pas qui nous sommes, la matière que l'on va faire travailler, on ne pourra pas être à l'unisson avec elle. Vous savez, depuis notamment les physiciens des années 50, que l'expérimentateur influence l'expérience. Qu'il le veuille ou non, c'est pareil. Donc je vais vous expliquer très brièvement. Vous avez une dominante martienne dans votre individu. Seul l'astrologue pourra vous le dire, pas l'astronome. Il est ignorant. Il pense que les astres, ce sont des choses mortes. Le soleil, ils ne savent même pas pour la plupart qu'il respire. Le soleil, en réalité, il a une respiration rythmique. En plus, il chante. Parce que quand il respire, il y a un son très bas, mais qui existe et qui est produit. C'est lui qui projette le vent solaire. On ne va pas rentrer dans la physique des anciens, qui est beaucoup plus juste que celle des modernes, mais on ne va pas discuter avec des gens qui se pensent savants alors qu'ils ne sont qu'ignorance en réalité. Nous, par exemple, dans les bouquins d'hermétisme, si vous avez lu Fulcanelli, c'est un savant de très haute capacité, dans beaucoup de domaines, c'est un polymathe, c'est quelqu'un qui a des connaissances dans tous les domaines et assez élevé et pointu. Il dit le soleil est froid. Son rayonnement seul est chaud. Moi, je lui donne raison, parce que j'ai bien étudié la question aussi.
Mais qui, parmi les physiciens, est prêt à croire ça? Parce qu'on ne peut pas le vérifier de manière directe. Mais la vérité est là. Le Soleil est froid. Donc, chacun fera ce qu'il veut avec ça. La preuve, on la connaît. Si on étudie les rayonnements, en réalité, ce qui brûle dans le rayonnement ultraviolet, c'est le froid et non pas le chaud. Le chaud, il est réservé au rayonnement infrarouge. Donc là, il y a quelque chose à rechercher que les physiciens ne saisissent pas. Pourquoi? Parce que comme ils n'étudient pas la nuit, ils ne font pas de différence entre les rayonnements mélangés et les rayonnements séparés. Ça marche? Ça, normalement, ça vaut un prix Nobel. Oui, en physique, ça vaut un prix Nobel. Mais bon, personne ne s'intéresse à ces sujets-là. Donc voilà, je reviens au centre de la préoccupation. Il faut savoir que comme on participe à l'expérience et comme on ouvre les matériaux dont on se sert, les métaux, jusqu'à une âme. Les métaux ont une âme. On les reconnaît très facilement, les âmes des métaux, pour une raison simple. C'est que si tel métal a telle propriété, c'est qu'il possède une âme. Ça, c'est la vision des anciens. On peut, quand on est alchimiste, il faut être au moins philosophe, faire que les qualités de tel métal aillent dans un autre métal. De la même manière, avec des outils métalliques aimantés, on peut faire qu'avec une couronne, c'est-à-dire un toroïde aimant, qu'on pose sur la tête d'un malade mental, lui retirer sa maladie et la coller à quelqu'un d'autre qui mettrait cette couronne-là. C'est vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Malheureusement, la guerre de 14 a effacé tout ce travail. On faisait même mieux, on pouvait transmettre, comme le font la plupart des chamans dans les Antilles, une maladie mentale à une poule, ou un poulet, ne soyons pas sexistes. C'est-à-dire par ce procédé, à la différence près qu'il n'y avait pas de support métallique, simplement directement par l'emprise énergétique. Donc c'est une science complète, très efficace. Malheureusement, elle devient mortifère, c'est-à-dire vectrice de terribles troubles de société. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi admettre que nous sommes empreints et pris dans un cycle qu'on appelle pour les hindous samsara, c'est-à-dire on doit s'épurer par une convection, c'est-à-dire on vient à l'existence terrestre, on repart dans le décor, mais tant qu'on n'est pas dans l'existence, on ne fait pas d'expérience. Donc on apprend dans la partie entre la mort et la naissance successive, toutes ces choses-là, je ne peux pas les exprimer, c'est une dizaine d'heures, voire davantage, pour bien faire comprendre. Simplement, je demande que cela soit admis, pour que je puisse expliquer le reste que je ferai dès la semaine prochaine. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la déception de la culture mondaine qui fait qu'on vient dans ce cours. Ça peut être très dur au début. Je vois des personnes, je me souviens que pour toi c'était des débuts difficiles, c'est-à-dire que tu étais peu habitué à penser comme cela, et petit à petit tu t'es fait à l'hypothèse de la validité sans nécessairement comprendre. Tu en as vu des résultats. Je me souviens quand même que tu m'avais questionné devant une crêpe sur un sujet qui m'est totalement étranger, c'était une succession. Tu te souviens de ça? Et tu peux dire à tout le monde que c'est du tarot, et que le résultat t'a paru... Il m'a paru satisfaisant, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que tu m'en auras parlé 8 mois plus tard, le jour où je devais signer. Nous sommes d'accord, voilà. Je fais mieux et pire, et ça, je peux le pratiquer, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des gros préjudices. J'ai rencontré il y a 2 jours quelqu'un qui m'avait mis au défi en astrologie. Il prétendait qu'il était meilleur en astrologie que les cours que je donnais. Peut-être il y en a qui se souviennent de cela. Je lui ai dit, pas de problème. Tu choisis un de tes camarades pour faire un cours d'1h30, comme ce que je fais maintenant. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Moi, je vous propose 3 mois. C'est à peu près le temps qu'il faut pour mettre de l'ordre dans une idée d'enseignant, etc. Ils sont venus, ça a été repoussé parce que les cours n'étaient pas de bonne qualité. Je n'y pouvais rien. Mais après, il m'a dit, je vais te mettre au défi. J'ai dit, quand tu veux, où tu veux, je serai ton homme. Il est venu avec un de ses amis suisses. Il l'a mis à table, on prenait les repas après le cours, en face de moi. Il dit, tiens, donc t'es malin, il est né quand ce type-là? J'ai dit, 30 décembre 1961 à minuit et 4 minutes. C'était ça. Donc c'est vraiment, évidemment, il faut se conditionner, et ça n'est pas seulement l'astrologie qui permet de savoir ça, c'est un accès à d'autres sources
Mais ça ne se fait pas tout le temps, ça n'est pas facile parce qu'il y a la vie mondaine à maintenir, etc. Je ne peux pas vous promettre ça, parce que ça s'acquiert avec une discipline. C'est ce à quoi je vous invite pour terminer ce cours, c'est la discipline que vous pourrez mettre dans votre existence. Ça ne veut pas dire faire toujours la même chose tous les jours, ça veut dire orienter votre pensée vers des choses fortes, nécessaire, voire même indispensable. Et surtout, prendre conscience que c'est la nature en vous qui travaille. Si vous ne l'aidez pas de manière consciente, elle ne va rien faire. Pourquoi ? Parce que, comme dans le jeu de tarot, comme dans l'astrologie, comme dans la magie, on préserve d'abord et avant tout le libre arbitre. Quelqu'un qui travaille sans savoir cela, il se met dans une situation dite karmique, épouvantable, qu'il ne connaît pas, mais il va devoir assumer ses sottises. Moi j'ai toujours dit dans mes cours, je refuse d'enseigner la magie, c'est beaucoup trop dangereux. Le peu qui a été transmis, c'est par d'autres personnes, notamment Christian Cambois, qui jouait avec un pendule. Et ce qui se faisait après, c'est moi qui récupérais les pots cassés, c'est-à-dire des gens qui étaient à la limite de la schizophrénie, un qui a failli se brûler vif dans sa baignoire, c'est vous dire, etc. Et des choses aussi délirantes. Mais c'est ça la magie, c'est l'accès à des forces qui ne sont pas gérées autrement que par la nature. Si on met les pieds dedans sans savoir, c'est comme l'électricité. Il y a de l'électricité là-dedans, terminé. Voilà. Donc ce n'est pas une chose que l'on recommande. C'est pourquoi, d'une manière générale, on commence par les toutes petites disciplines, entre guillemets, et on termine par l'hypnose. Les disciplines telles que le pendule, et c'est bien ce sur quoi ça paraît anodin, mais mal fait, on se fait piéger. Et le piège le plus fréquent, Valérie, tu sais le nom de cette situation ? Non, avec le pendule. On peut être prisonnier, et ça s'appelle une infestation. C'est-à-dire que quelqu'un prend le contrôle de notre intérieur et ne va pas en sortir si quelqu'un de l'extérieur n'est pas en mesure de l'aider. On peut, si je puis dire, circonvenir la casse. Mais normalement, moi je laisse au moins 2 ans les personnes se débrouiller avec ça, qu'elles comprennent à quel point c'est dangereux. D'une manière générale, ça ne va pas plus loin. Mais il est important de savoir qu'on peut devenir entièrement frappadingue, c'est-à-dire aller tuer son voisin de palier, sans savoir pourquoi, sans s'en souvenir, etc. Donc, il faut faire très attention. Ce sont des forces libres, et les forces libres, elles font ce qu'elles veulent. L'électricité, vous savez qu'est-ce qui fait la forme des plantes en général ? C'est l'électricité aérienne. Les plantes les plus anciennes sur la Terre, elles ont la forme de fougères, parce que l'électricité aérienne, dans l'humidité aérienne, se déploie comme une fougère. Donc, la force de vie, elle va prendre le terrain le plus simple. Et qu'est-ce qui est contraire à la fougère, chers amis ? C'est polarisé avec l'humidité aérienne. Donc la fougère, pour la faire travailler, on la dessèche. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, c'est une autre partie, mais c'est très très complet. La vie véritable du monde, elle est liée à la connaissance de toutes ces choses. Et j'ai pensé que tu reviendrais parce que tu as du caractère. Tu vois, c'est la 15e fois que je parle de toi. Donc, c'est bien d'avoir du caractère parce que le caractère, c'est l'expression première de la volonté. Quand on veut se transformer, on n'a pas d'autre moyen que notre propre volonté. Sinon, après, la nature nous taille, nous pourrit la santé, etc. Il y en a ici qui ont vécu d'ailleurs des remises en question rigides, fortes. Moi, c'est mon cas. J'allais sur mon chemin, je m'imaginais que c'était ma destinée, puis paf, la nature m'a collé un AVC. Fort heureusement, j'en ressors pas trop mal par rapport à ce que j'ai vu. Néanmoins, ça a été une cassure radicale. Ça m'a obligé à changer entièrement. Et c'est à ça que je dois d'avoir fait, LRDP, c'est-à-dire LR d'un P. Non, ça c'est pas la bonne prononciation, excusez-moi. Hein? Donc, on voit que la prononciation, donc c'est bien cette chose-là. On peut discuter avec son destin et c'est la volonté qui va intervenir. Donc, j'ai fait un tour général de l'alchimie et de l'hermétisme. Sachez que pour ne pas vous faire piéger, quelqu'un qui se prétend alchimiste et qui n'est pas hermétiste, c'est un trompeur. Ça peut être tout à fait par hasard, mais d'une manière générale, ce sont des gens dont l'ambition
est très largement au-dessus des capacités et du savoir en général. Donc ne vous faites pas piéger. Pour ça, je vous recommande de ne pas prendre les livres modernes. Quelques-uns sont intéressants. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Laszlo, qui est un enseignant à Polytechnique. Il a fait un tout petit bouquin et il a eu raison. Il écrit moins de bêtises dans un tout petit bouquin. Qu'est-ce que l'alchimie? Ça, on peut prendre cela. Serge Hutin, c'est un monsieur que j'ai connu assez bien, qui est un homme de qualité, mais ce qu'il a écrit sur l'alchimie, ça n'a pas grande valeur. Donc il faudra vous habituer à prendre des notes comme les musiciens. L'alchimie, ça s'appelle également l'art de musique. Pourquoi? Parce que tout ce que fait la nature, elle le fait par le lien qu'on appelle l'harmonie. C'est pour ça d'ailleurs que la constante phi, le nombre d'or, est si importante dans toutes les vraies découvertes. Jeunes gens, on en a fini pour aujourd'hui, parce que c'est déjà l'heure. Fort heureusement, on nous laisse la salle jusqu'à 22h. Qui doit rentrer chez soi tout de suite? Maintenant? Tout le monde? Je vous salue, et comme je dis habituellement en 3 mots, ite missa est. La messe est dite. Deo gratias, merci. Qui nous a dit Deo gratias là? C'est toi, voilà, c'est bien. Merci. Donc, jeunes gens, vous êtes désormais de nouveau libres. À vous de faire profit de ce que vous avez entendu, saisi, compris, mémorisé, etc. C'est comme les plantes, c'est pas en tirant dessus qu'elles s'accroissent, simplement. C'est un petit peu de lumière, un peu de pluie, un peu de lumière, etc. Votre lumière serait plutôt ici et la pluie dehors, ou l'inverse, c'est à choisir. Néanmoins, c'est comme ça que ça marche. Bon retour, bonne semaine.